Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Et là, je vois l'âge qu'elles ont. Ma dernière petite sœur a 16 ans, mais rien à voir avec qui moi j'étais quand j'avais 16 ans. Et quand je la vois, quand ses profs font des remarques racistes au lycée, qu'elle lève la main et dit « Mais madame, c'est raciste ce que vous dites », et là, il y a tous ses potes qui disent « Mais c'est vrai, c'est raciste ». Et moi, ça n'existait pas quand moi j'avais 16 ans. C'était impensable, vraiment. Mais Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Miana Bayani, autrice de romans pour adolescents et jeunes adultes. Dans son dernier roman, Paya Khali, Miana dénonce les discriminations et l'islamophobie en France à travers les yeux d'une jeune femme musulmane entrant à l'université. Miana nous parle également de son parcours, ce qui la motive à écrire, et elle nous donne des conseils pour identifier et nous défendre contre les microagressions. Et tant qu'on fait notre part, en fait, moi, c'est ce que je me dis, ça se trouve, je mène un combat qui est ingagnable, peut-être, mais moi, je fais ce que j'ai à faire. Et comme ça, je pourrais pas dire que j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah. Miana, Wa alaikum salam, wa rahmatullah. comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va super. Merci d'abord pour avoir accepté mon invitation à participer à cette interview pour Muslim Makers. Avec grand plaisir. Merci à toi. Miana, pour commencer, je te propose de te présenter. Alors, moi, je suis Miana Bayani, je suis autrice. J'écris des romans pour adolescents et jeunes adultes. Mon dernier roman qui est sorti, Paya Khali, suit, on va dire, le quotidien d'une jeune femme qui est musulmane et qui entre à l'université. Donc, on va suivre son parcours de jeune femme à l'université, comme ça arrivait à beaucoup d'entre nous, les études, les fréquentations, ce genre de choses. Mais en plus de ça, on va suivre son parcours de musulmane. C'est-à-dire toutes les choses qui peuvent être dérangeantes autour d'elle et on va lui faire sentir que c'est un problème, on va la discriminer, on va lui faire des remarques, ce genre de choses. Et donc, c'est tout ça que je mets en avant dans mon dernier roman, Paya Khali. Donc, ça, voilà, c'est le dernier roman. Et en fait, je me rends compte que je ne réponds pas du tout à la question. Ouais, pas de souci, Hubert, c'est comme ça que je t'ai connu en voyant sur Instagram. Ouais, Je crois que c'est la personne qui s'occupe du compte Instagram t'avait follow. Et du coup, je voyais les posts et tout, et je voyais que tu parlais beaucoup de livres. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a quelques semaines, c'était l'anniversaire de ma petite sœur, et je t'avais demandé, est-ce que tu conseillais un livre parmi ceux que tu as écrits ou d'autres? Et tu m'avais conseillé ce livre, et qui d'ailleurs, ouais. ça lui a beaucoup plu, et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, ça ferait une bonne interview. Je vais essayer de la contacter pour voir si elle serait intéressée. Et du coup, bon, tu fais pas que ça, tu écris des livres, tu fais d'autres choses, mais on va revenir dessus. Euh, Ouais. Tu peux nous parler un peu d'où tu viens, d'où tu as grandi et qu'est-ce qui t'a emmené à devenir écrivaine, on dit plutôt, maintenant. Ouais. Faire attention. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à écrire dans ces thématiques-là? Donc, il y a beaucoup tu en parleras, mais des allusions à l'islamophobie, enfin, je t'en prie. Alors moi, j'ai grandi en région parisienne. Donc là, j'ai 25 ans. Donc voilà, c'était dans les années 90-2000. J'ai toujours beaucoup lu. Ça a toujours fait partie de mon enfance. C'était notamment, j'allais dire à cause, mais non, grâce à ma maman qui nous obligeait, mes frères et sœurs et moi, tous les samedis, on allait à la bibliothèque. Donc ça, c'était un rendez-vous hebdomadaire qui était super chouette. Mais il y a des fois, on n'avait pas envie de lire les livres qu'on avait choisis. Et en fait, ce qu'elle nous faisait, c'est elle nous faisait faire un résumé. À la fin, on devait écrire un résumé, genre un paragraphe sur le livre qu'on avait lu. Et là, elle se rendait compte que généralement, on ne lisait pas beaucoup les livres qu'on prenait à la bibliothèque. Ah Donc, on ouais, se faisait cramer comme ça. Et puis après, ça balançait entre nous. Donc, ouais, c'était pas ouf, quoi. Mais petit à petit, j'ai pris goût à la lecture comme ça. Et j'ai passé toute mon enfance à lire et en grandissant, c'est resté. Ça a été d'autres lectures, mais cet amour de la lecture est resté. Et ça m'a amené petit à petit, au moment du collège, à écrire un petit peu. Ça a été d'abord avec l'école, les rédactions, ce genre de choses. Et c'était ma prof de quatrième au collège qui mettait toujours des bonnes notes, donc j'étais très contente en rédaction. Et ensuite, elle m'avait dit, essaye d'écrire autre chose, peut-être que ça te plairait. Et là, j'ai commencé à écrire et elle avait bien raison, ça m'a bien plu. Et j'ai continué au fur et à mesure. Donc, ça a pris une grande partie de mon adolescence aussi. J'écrivais un peu tout et n'importe quoi. Quand je relis là, ce que j'ai gardé, c'est monstrueux, hein, mais j'ai commencé comme ça. Donc, je pense qu'on commence toutes et tous à un endroit. Et ensuite, on évolue et on s'améliore.
Et ça a été au moment de mon entrée à la fac. J'ai fait des études de droit et c'est à ce moment-là que j'ai publié, auto-édité plutôt, mon tout premier roman. Et ensuite, j'ai continué à écrire et là, m'améliorer et ensuite à pouvoir vraiment écrire quelque chose avec un début et une fin et qui puisse tenir comme un vrai livre. Enfin, ce que je disais au début, c'est comme si j'avais écrit un vrai livre. On me disait, non, mais t'as écrit un vrai livre, c'est pour de vrai. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et là, ça fait 7 ans à peu près que j'ai sorti mon premier roman, donc en auto-édition. Ok. Et là, j'en suis à mon quatrième jusqu'à présent. Waouh. D'accord. Et ça marche bien, du coup, ces livres-là, ça intéresse les gens. Au début, ça intéressait surtout ma famille, pour être honnête. Mais ça, je pense que pareil, on commence toujours comme Ouais. ça, hein. N'importe quel Euh, projet, c'est comme ça en général, au début. oui, voilà, c'est. Mais c'est bien, c'est des big fans, donc il faut bien commencer quelque part et avoir le soutien de ma famille, c'est vraiment précieux parce que je pense que sans ça, j'aurais même pas osé publier mon premier roman parce que le premier, je l'ai du coup auto-édité, donc c'est-à-dire que c'est moi qui me suis occupée de tout faire en fait, le processus éditorial et ensuite de communication, etc., de le mettre en page, de le mettre en vente, d'en faire la communication. Et vu que j'avais 18 ans, je débarquais, j'avais juste écrit mon premier roman. Je connaissais rien en fait de tout ça, donc j'ai appris sur le tas et j'ai Hmm. développé mes compétences comme ça. Donc la sortie de mon premier roman et la sortie de mon quatrième roman, là, du coup l'an dernier, mais ça n'a rien à voir vraiment. C'est le jour et la nuit. Donc ça fait que forcément mes premiers romans avaient moins de lecteurs, enfin moins de lecteurs et de lectrices. Il avait moins de portée de visibilité, on va dire, parce que c'était surtout dans mon entourage. Mais c'est petit à petit, c'est comme tu dis, comme tous les projets, on prend doucement de l'ampleur. Et c'est ce qui s'est passé avec mes romans. Et le dernier, comme je disais, qui parle de l'islamophobie, bah là, il intéresse plus, je pense, les gens, ou alors il arrive plus à sortir du lot. Parce que ça, c'est difficile aussi quand on est auteur ou autrice auto-édité, c'est de proposer quelque chose qui donne envie aux gens, mais surtout, enfin, il y a tellement de livres à lire partout autour de nous, et Ouais. en plus, les auteurs, autrices auto-édités, généralement, c'est moins, on va se dire, ouais, c'est des gens qui ont été refusés en maison d'édition, donc du coup, c'est peut-être moins bien, et ça, c'est un mythe à déconstruire, mais du coup, il faut que les gens nous fassent confiance, et ça, c'est pas toujours facile. Donc, ça fait que mes autres romans sont un peu dans la masse de tout le reste, mais celui sur l'islamophobie sort du lot justement par la thématique qu'il aborde. Et finalement, je suis contente que ce soit celui-là qui ait plus d'ampleur que les autres parce que c'est pour moi une thématique hyper importante et dont il faut parler autant dans la communauté que auprès de personnes qui ne sont pas musulmanes. Ok. D'accord. Euh, et ton premier livre, qu'est-ce qui t'a poussé à... Comment tu as pris la décision d'écrire le premier livre? On t'a poussé, tu t'es dit, voilà, c'était le bon moment. Pourquoi à ce moment-là et pas un autre? Ça s'est un peu fait presque malgré moi, je dirais. Donc, je me suis retrouvée. En fait, c'était donc mon année de terminale. Je fais passer un bac littéraire et j'ai participé dans l'année à un concours de nouvelles parce que bah, j'aimais toujours bien écrire et c'était quelque chose qui me faisait du bien. Et je sais pas, j'étais tombée sur un site qui recensait des concours de nouvelles et j'avais pris un concours. Le thème me parlait et j'avais écrit cette nouvelle-là. Et en fait, j'ai remporté ce concours-là à l'été. Et ça a été un truc de fou. Je peux dire que c'est une de mes plus grandes victoires d'un point de vue littéraire parce que Mhm. c'était juste un concours de nouvelles, mais c'était la première fois, j'avais 17 ans, c'était la première fois que des gens en dehors de ma famille lisaient ce que j'écrivais et me disaient c'est bien ce que tu écris. Et je sais que quand maman me dit que c'est bien, je sais que c'est vrai, mais c'est maman, quoi. C'est pas la même chose que quand c'est des inconnus qui me connaissent pas et qui me jugent que sur la qualité de mon travail. Donc ça a été une grande victoire et c'est ça qui m'a amené cet été-là, donc entre ma terminale et ma première année de droit, à écrire d'autres nouvelles pour participer à d'autres concours. Et il y a eu un concours auquel j'ai participé avec la nouvelle qui est ensuite devenue mon premier roman, qui m'a plu. Et en fait, j'avais juste écrit une nouvelle au début et j'ai développé petit à petit en me disant, mais en fait, ce personnage-là, je pense qu'il a d'autres choses à me raconter, à nous raconter. Et donc, j'ai développé son histoire et ça m'a donné un roman qui est assez court, il doit faire une centaine de pages, mais ça a quand même été ce premier projet qui est parti de là de petit à petit en me disant, mais et si je rajoutais un chapitre, et si je rajoutais ce qui se passait avant et après? Et ça a donné un premier roman. D'accord, d'accord. Donc ça, c'était pendant tes études terminales, première année de fac. Ouais, c'est Donc, tu as ça. écrit en fait l'essentiel de tes livres, quasiment, enfin des 3 sur 4 pendant que tu faisais tes études. Ouais, c'est ça. Là, je me demande encore comment.
comment j'ai réussi à faire ça, mais oui, c'est Hmm. ce qui s'est passé. Et tes motivations, c'était ton intérêt pour l'écriture ou c'était transmettre des messages? Peut-être que ça a évolué au fil des livres, je sais Hmm. pas. Ouais, je pense qu'au début, c'était juste que c'était quelque chose qui me plaisait et les gens, bah, du coup, mon entourage lisait, ils me disaient qu'ils aimaient bien ce que j'écrivais, que ça leur parlait, que ça les touchait. Et du coup, je me disais, moi, ça me motivait forcément. Je me disais, ah, bah, si ça leur plaît, c'est que je peux continuer. Peut-être que je trouverais, enfin, que ça, c'était autant pour moi que pour eux, du coup, à ce moment-là. Donc, ça, c'était plutôt chouette. Mais j'avais pas forcément de grands messages ou quoi à faire passer. C'était juste, bah, j'avais des histoires en tête et j'aimais bien les raconter. Et les gens autour de moi aimaient bien les lire. Donc, c'était gagnant-gagnant. Et, euh, et au fur et à mesure que j'écrivais et qu'on me lisait, on me disait toujours la même chose, c'est que ça touchait vraiment beaucoup, ça leur parlait en termes d'émotion. Et il n'y a pas une personne que je connais qui m'a dit qu'elle n'avait pas pleuré, par exemple, en lisant un de mes romans. Donc, moi, c'est un peu, à chaque fois, je me dis le curseur là où je sais que j'ai touché le but du truc, c'est quand les gens me disent, ah, j'ai pleuré à tel moment, je dis, ok, c'est bon, mission accomplie. C'est bien. Et voilà, c'est ça. Non, mais on rigole aussi beaucoup. Enfin, c'est pas que la déprime et tout ça, mais c'est. En fait, je pense que quand on en arrive à un moment où on pleure pendant une lecture, c'est que c'est touchant, c'est qu'on a touché quelque chose à l'intérieur. Et c'est Ouais, ça que moi, j'essaye de faire, en fait, c'est de toucher aux émotions et de faire qu'on ressente des choses et que ensuite ça nous parle. Et même dans notre vie, après de tous les jours, on est toujours cette histoire en tête en se disant, ben, ok, ce personnage-là, il n'existe pas, mais ce qui lui est arrivé, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, c'est des choses de la vie, c'est le deuil, c'est les parents qui divorcent, c'est des amitiés qui se défont, ce genre de choses. Et c'est ça que j'aime bien dans l'écriture de romans pour adolescents et jeunes adultes, c'est que c'est une période de la vie qui est pas facile, je trouve. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été facile. Et la lecture m'a beaucoup aidée parce que c'était un moyen de m'échapper et d'apprendre des choses aussi de la vie. Et du coup, ouais, j'aime bien explorer cette période-là et la manière dont on sort de l'enfance et on se construit, on devient de futurs adultes. Et je trouve que c'est vraiment un moment clé de la vie d'une personne où on va partir dans une direction qui est peut-être complètement à l'opposé de ce qu'on était quand on était enfant. Et je trouve ça hyper ouais. intéressant. Et en fait, c'est en développant ça, en écrivant du coup mon deuxième roman, parce que mon premier roman, c'est l'histoire d'un soldat pendant la Première Guerre mondiale, donc rien à voir avec ce que je fais Ouais. maintenant. Mais bon, c'était ce qui m'inspirait à ce moment-là. Et mon deuxième roman, et du coup, ceux qui ont suivi, c'est du coup toujours des histoires d'adolescents et adolescentes qui parlent aussi aux adultes de ce qu'on m'a dit, mais c'est voilà, le public visé, c'est plutôt des personnes qui sont à l'aube de leur vie d'adulte. Et c'est Mhm. vraiment parler de ces thèmes-là, de choses qui touchent, de choses qui blessent aussi. Et avec du coup la force que j'ai qu'on m'a fait comme retour, c'est de réussir à toucher au cœur en fait avec mes mots. Bah, j'utilise ça pour ben, peut-être soigner des blessures ou faire réfléchir les lecteurs et les lectrices à des choses qui ensuite leur arrivent dans la vraie vie, ce genre de choses. Et moi-même, ça me fait du bien et ça m'aide à passer sur certains sujets, comment dire, à bah, soigner des blessures que j'ai aussi et des choses qui ont pu Ouais. m'arriver quand j'étais ado, ce genre de choses, et revenir dessus avec un regard un peu plus adulte, un peu plus bienveillant, en me disant, bah voilà, j'étais comme ça, et maintenant, bah en fait, tout va bien, tout s'est bien passé, et l'adolescence, ça dure pas toute la vie, grâce à Dieu, et en fait, Ouais. tout va bien se passer, quoi. Et voilà, donc ça, c'est... Petit à petit, j'ai pris conscience de ça, que j'y arrivais bien, que ça plaisait autour de moi. Et ça m'a amené à vouloir continuer à écrire pour ce public-là, d'adolescents et jeunes adultes. Et ça a été plus tard que j'ai ajouté la dimension dénonciation de l'islamophobie, des discriminations, plutôt la partie engagée. Ça, c'est arrivé plus tard dans mes écrits et dans mon parcours d'écrivaine, du coup. Et c'est encore, enfin, c'est le niveau du dessus, je pense, en termes d'inspiration et du coup, de messages que je veux porter, que je veux crier même sur tous les toits. C'est vraiment Hmm. l'étape du dessus et c'est encore plus important, je trouve. D'accord. Donc, tu es passé d'une étape où tu écrivais parce que tu aimais bien écrire à une étape où tu essayais de toucher un petit peu les personnes à travers ton écriture. Tu aimais bien ça. Et puis, plus récemment, donc, tu utilises un peu ces moyens-là pour, en plus, essayer de dénoncer sur certains sujets. Euh, Ouais, c'est ça. et du coup, pourquoi l'islamophobie en particulier? C'est ça qui t'a plus, toi, touché dans ton adolescence? Euh, c- je pense qu'en un sens, oui, mais j'évoluais dans un milieu, et même moi, dans ma vie, enfin, dans les perceptions que j'avais de moi en tant que musulmane, de ma famille en tant que famille musulmane, de la société dans laquelle j'évoluais, en fait, il s'est passé plein de choses terribles en termes d'islamophobie quand j'étais ado.
et même enfant et en grandissant. Sauf que moi, je l'acceptais parce que je pensais que c'était normal et je pensais que c'était à moi de me faire petite, à moi de pas me plaindre, à moi d'être discrète et de pas faire de vagues, etc. Parce que c'est comme ça que j'ai été élevée, dans le sens où bah, il faut qu'on soit de bons et de bonnes musulmans et musulmanes, il faut pas qu'on se fasse remarquer ce genre de choses, sauf que en fait, enfin, j'ai compris il y a peu de temps que en fait c'était inacceptable que c'était pas parce que j'étais musulmane et que c'était pas la religion de la majorité des gens dans ce pays que c'était pas que j'avais pas ma place en fait dans cette société dans ce pays que j'étais pas moins française que je devais m'excuser de qui j'étais et ça vraiment j'ai eu un déclic c'était il y a quelques années c'était pas si lointain que ça finalement et je me suis dit mais en fait ça va pas du tout ce qui s'est passé Hmm. pendant que j'étais plus jeune et j'ai des petites sœurs et je les vois évoluer et là, je vois l'âge qu'elles ont. Ma dernière petite sœur a 16 ans. Mais rien à voir avec qui moi j'étais quand j'avais 16 ans. Et quand je la vois, quand ses profs font des remarques racistes au lycée, qu'elle lève la main et dit mais madame, c'est raciste ce que vous dites. Et là, il y a tous ses potes qui disent mais c'est vrai, c'est raciste. Et moi, ça n'existait pas quand moi j'avais 16 ans. C'était impensable, vraiment. Et c'était quand on parlait, quand il y avait un prof justement raciste au lycée qui commençait à parler, parce que tout le temps, dès qu'on parlait du 11 septembre, ce genre de choses, bah, moi je baissais la tête et je faisais genre non, tout le monde n'est pas en train de me regarder, je me sens pas du tout concernée. Enfin, je pense que on a toutes et tous connu ça dans nos classes. Et ben, c'est vraiment jamais de la vie, j'aurais imaginé lever la main et dire au prof, en fait, monsieur, c'est raciste ce que vous dites, c'est islamophobe, vous n'avez pas le droit de dire ça. Jamais de la vie, parce que ça me passe, enfin, c'était tellement loin, en fait, de l'image que j'avais de moi, du coup, finalement, de me dire, bah, j'ai ma place ici et je suis légitime à être une musulmane française dans ce pays, que bah, je disais rien, quoi. Et c'est en passant, j'acceptais des choses. Et je sais pas vraiment, enfin, ça a été un jour où, avec mes sœurs, on était à une manifestation à Paris avec une asso dans laquelle je travaillais à ce moment-là. On militait pour la libération de l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, qui a été emprisonnée parce qu'elle a retiré le foulard qu'on lui imposait de mettre, alors qu'elle avait décidé de ne pas le mettre, parce qu'en Iran, le foulard est obligatoire pour les femmes. Donc elle, dans un acte militant, elle a retiré ce foulard, elle a été mise en prison. Et donc avec l'assaut de défense des droits humains, on militait pour sa sortie de prison. Enfin, rien que ça, c'est un peu la base. Et du coup, avec mes sœurs, on était donc quatre. On porte toutes les quatre le foulard. Et en fait, on a passé bah, tout le temps de la manif à se faire insulter par des autres militants parce que on était là avec notre foulard et qu'en fait, le groupe de militants croyait que c'était une manif contre le port du foulard. Sauf qu'en fait, non, c'était une manif contre le fait de forcer les femmes à porter le foulard. Mais de la même manière, on ne devrait pas forcer les femmes à retirer leur foulard. Enfin, on devrait juste laisser les femmes tranquilles, ça c'est la base. Mais du coup, on a Ouais. passé toute la manif à se faire insulter et presque à se faire agresser physiquement si l'organisatrice n'était pas intervenue. Et en fait, là, le lundi matin, je suis retournée au boulot et tous mes collègues, du coup, étaient présents. Et moi, j'étais juste bah, comme d'hab, en fait. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Et là, ils m'ont dit, mais c'est pas normal, en fait. Tu pourrais aller porter plainte. Et là, j'ai rigolé. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille porter plainte? Enfin, je leur dis, si je portais plainte à chaque fois qu'il m'arrivait un truc comme ça, je passerais ma vie au commissariat, en fait. Et là, il y Ouais. a un de mes collègues qui m'a dit, mais c'est pas une raison, en fait. Tu devrais quand même le faire. Enfin, il voulait pas me dire ce que j'avais à faire parce que lui, enfin, c'était pas dans le sens où il me disait ce que je devais faire parce que je savais pas quoi faire, mais il me disait, en fait, tu devrais le faire dans le sens où ça donnerait des statistiques sur les agressions islamophobes, ça te donnerait, toi, le sentiment que c'est pas normal en fait ce qui se passe. Ça te donnerait toi le sentiment que tu es légitime, tout ça. Et en fait, je me suis dit, bah, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y aura un avant et un après. L'avant, c'est je laissais passer les choses parce que je savais même pas que c'était pas normal. Enfin, je savais, je le sentais bien que c'était dérangeant et que ça façonnait la façon dont j'ai grandi en tant que femme musulmane en France. Mais je sentais bien que enfin, c'est pas normal de crier sur les gens dans la rue, quoi. Mais à partir de Ouais. ce moment-là, je me suis dit, plus jamais. Plus jamais je laisserai ça passer, plus jamais je me laisserai faire, et plus jamais je laisserai des gens crier sur mes petites sœurs parce qu'elles sont musulmanes. Ça, c'est fini. Et à partir de là, gros Hmm. déclic, et là, c'est bon, j'écris plus que sur l'islamophobie maintenant. Du coup, ça, c'est le déclic. À partir de quand tu as pris la décision d'agir activement, de militer activement. Mais Ouais, c'est ça. c'est aussi ce déclic-là qui t'a fait que tu t'es rendu compte que c'était pas acceptable aussi. Ouais, c'est un peu ça. C'était ça, c'était le fait enfin, de voir que
de voir ce qui m'arrivait à moi avec un regard extérieur, c'est-à-dire des gens, des personnes non Ouais. musulmanes, donc des gens qui ne sont pas concernés, et me dire, mais c'est grave en fait. Et moi, j'en dis, bah, c'est habituel en fait. Ils disent, bah, ça n'en est pas moins grave. Et en fait, le fait d'avoir des choses comme ça habituelles, enfin, moi, je me rendais plus compte que c'était grave et que c'était pas normal. Et d'avoir des gens avec un regard extérieur qui, pour eux, c'était la première fois peut-être qu'ils fréquentaient une femme musulmane. Et du coup, ils découvrent en fait la violence que c'est qu'on se prend au quotidien quand parfois je sors avec des amis qui sont pas musulmanes et qui me disent mais tout le monde nous regarde et je suis en mode ah ouais mais j'avais pas remarqué parce qu'en fait je fais tellement plus attention parce que si je faisais attention à ça je passerais ma journée à rager contre tout le monde quoi et du coup c'est d'avoir des Hmm. personnes extérieures qui me disent mais c'est grave ce qui est en train de se passer moi ça m'a fait réfléchir et aussi le fait de voir de la violence envers mes petites sœurs parce que dans n'importe quel contexte, moi, c'est insupportable pour moi de voir mes petites sœurs se prendre des choses dans la figure. Mais quand c'est par rapport au fait qu'elle soit musulmane, bah, ça me renvoie à moi forcément parce que je suis pareil et je me dis mais si c'est pas acceptable pour elle, pourquoi ce sera acceptable pour moi? Et c'est ça qui m'a fait Hmm. avoir ce déclic-là et à me dire bah toutes ces choses-là, je les accepte plus. Et en fait, Ouais. dans je sais pas le mois qui a suivi, j'ai eu le déclic d'un point de vue littéraire, on va dire, où là je me suis dit bon, en fait il faut que j'écrive là-dessus. Ça a été quand j'ai lu pour la toute première fois, donc là à ce moment-là j'avais 22 ans. Et j'ai lu pour la toute première fois un livre de fiction, donc pour ados, jeunes adultes, comme ce que je lisais tout le temps à ce moment-là. Et j'ai lu l'histoire en fait d'une jeune femme musulmane. Et c'était la première fois que je lisais un roman où l'héroïne principale c'était une fille musulmane qui me ressemblait, qui était comme moi en fait. Et c'était un livre que j'ai lu en anglais, qui a été traduit en français par la suite, mais à ce moment-là il était que en anglais. Parce que du coup en français ça se faisait pas du tout encore ce genre de choses, c'était inimaginable. Et du coup, de lire cette histoire, j'étais tellement choquée parce que c'était trop bien. Genre, la fille, elle est musulmane, elle fait la prière, elle est jeune, elle a une famille musulmane, genre, comme moi, en Hmm. fait. Et c'était la première fois que Ouais. je me reconnaissais dans ces valeurs-là, dans un personnage. Il y a d'autres histoires où je me reconnais parce que, je sais pas, l'héroïne, elle a tel trait de caractère, ceci, cela. Mais là, on parlait de Dieu et c'était comme moi. C'était pas un personnage secondaire qui est croyant et puis en fait, une grosse caricature et il sert que à. Enfin, tu vois, souvent, c'est ça dans les histoires, en tout cas pour ados, jeunes adultes, et c'est chiant, quoi, parce que du Ouais. coup, enfin, voilà l'image de la religion qu'on peut avoir, ou même juste de croire en Dieu. Enfin, c'est comme si, le monde était fait comme ce qui est écrit dans les histoires, en fait, personne ne croit en Dieu, à part une personne qui, elle, est vraiment abusée, genre, dans sa croyance en Dieu, c'est trop, et ça gêne tout le monde, quoi. C'est archi faux, c'est pas comme ça, pour de vrai. Et c'est là où j'ai pris conscience, en fait, du manque de représentation dans la littérature, et du francophone française aussi, et notamment adolescente, jeune adulte, c'était de me dire, mais attends, j'ai 22 ans, je lis depuis toujours, et c'est la première fois que je lis un livre où il y a une héroïne qui me ressemble, et je me suis dit, c'est grave, en fait. Et c'est là où je Hmm. me suis dit, bah, mais attends, en fait, toi, t'écris des livres, bah, tu devrais écrire sur des héroïnes musulmanes. Et ça m'avait pris Ouais. tout ce temps-là pour capter que, en fait, ben, je pouvais écrire sur mon vécu parce que j'avais des choses à dire et qu'il y avait sûrement d'autres filles ou femmes musulmanes ou même jeunes hommes musulmans aussi qui lisent et qui se reconnaissent pas dans les personnages de littérature. Et je me suis dit, mais je dois pas être la seule. Et juste, Hmm. bah, l'exemple à la maison, c'est que j'ai des sœurs et que même elles, elles étaient choquées quand j'aurais dit j'ai lu une histoire, elle était trop bien. Et elles m'ont dit quoi, c'est quoi? Et j'aurais dit bah, c'est une héroïne musulmane et tout le monde était choqué. Je me suis dit, ben, il y en a d'autres comme moi, c'est sûr. Et c'est là que j'ai commencé à imaginer ce personnage musulman qui était bah, une jeune femme qui me ressemblait. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui viennent de moi parce que c'est mon expérience en tant que musulmane en France. Et j'ai développé ça. Et à la fin, en fait, je me suis rendu compte que ça, le fait de vouloir un personnage musulman couplé au fait de vouloir dénoncer les violences qu'on subit au quotidien et même pas forcément que les grosses violences où on se fait insulter ou agresser dans la rue, hein, mais aussi les questions indiscrètes, les petites remarques, les regards, les murmures, les gens qui, quand on s'assoit dans le métro, changent de place, ce genre de choses. C'est de la violence tout autant. Et accumulé sur une journée, sur une semaine, sur un mois et sur une vie, c'est insupportable à force. Et c'est de ça, Hmm. en fait, petit à petit, je me suis dit, bah, il y a plein de choses à dire. Et je demandais à mes sœurs, je demandais à mes amies musulmanes, je leur disais, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en tant que musulmane en France, etc. Donc là, c'était au moment où j'étais en train de faire le gros brouillon de mon roman. Et j'ai eu plein de retours qui ont été super intéressants parce qu'il y avait des choses que moi je vis aussi, donc j'ai pu, enfin je le savais déjà, donc j'ai pu voilà écrire facilement dessus. D'autres choses Ouais. où j'avais moins pensé à ça, donc du coup j'ai eu des retours qui étaient hyper intéressants. Ça dépendait aussi de la personne, si la femme musulmane était par exemple française, enfin d'origine française convertie, si elle était racisée, si elle portait le foulard, si elle portait pas le foulard. Il y avait plein de critères différents, mais c'était hyper intéressant déjà d'en parler parce que
en dehors de ma famille, je parlais pas souvent de ce genre de choses parce que les personnes musulmanes, elles comprennent pas forcément, parce qu'elles le vivent pas, c'est normal. Et les personnes non musulmanes, pardon, le vivent pas, donc le comprennent pas forcément. Et les personnes musulmanes, ben, c'était pas toujours un sujet qu'on abordait. Et en fait, le fait de commencer à ouvrir cette brèche, de se dire, mais tiens, est-ce que toi aussi tu subis de la violence? Et là, j'ai eu plein de réponses finalement et plein de Hmm. discussions qui ont découlé de là et ça faisait vraiment du bien. Juste pouvoir parler de ça et de se dire, bah, je suis pas toute seule à vivre ça. J'invente rien, je suis pas folle. Si j'invente pas les regards et les murmures des gens dans la rue, c'est pour de vrai en fait. Et je suis pas seule face à cette violence-là. Et donc ça a été vraiment réparateur, libérateur et super sur plein de points. Et là, j'en étais juste au brouillon du roman. Je me suis dit, mais ça va être quelque chose de malade quoi, quand j'aurai fini de Ouais. l'écrire. Parce que moi, ça m'aura fait vraiment du bien. Pour mes sœurs aussi, parce que c'est aussi, quand j'écris, c'est pour moi, mais c'est pour elles aussi, parce que voilà, c'est la base. Et ça pouvait servir aussi ben, à toutes les femmes musulmanes qui vivent des choses et ben, de se rendre compte qu'elles sont pas toutes seules, parce que peut-être qu'elles n'ont pas plein de sœurs avec qui elles peuvent en parler. Et pourtant, il faudrait, parce que c'est tellement important. Et ça, je me Hmm. suis rendu compte du coup, quand le roman a été publié, donc ça fait un an, il est sorti en mai de l'année dernière, enfin même pas un an, un peu moins. Et j'ai eu des retours de femmes musulmanes que je dis souvent pour rigoler que je connaissais pas. Ça, c'est quand j'arrive à la maison et je dis oui, j'ai eu un commentaire sur Amazon de quelqu'un que je connais pas. Ça veut dire vraiment là, j'ai percé au niveau de mon lectorat. Ça, Pas c'est les la petite cousins, blague à cousines. chaque fois. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, c'était des femmes que je connaissais pas qui m'écrivaient sur Insta pour me dire bah, qu'elles avaient l'impression que j'avais écrit leur propre histoire. Et à chaque fois que je recevais un message comme ça, c'était autant une victoire que quelque chose de terrible, parce que c'était une victoire, parce que du coup, en termes de représentation, ben, j'avais tout juste, parce que si elles se sont reconnues, c'est que je visais dans le mille. Et en même temps, c'est terrible parce que c'est pas une histoire facile, c'est une histoire qui parle d'agression, qui parle de discrimination, qui parle de pas se sentir légitime dans son propre pays. Et enfin, c'est pas drôle du tout, quoi. Et j'ai appris comme ça, j'ai une amie qui est musulmane, j'ai appris qu'elle avait été agressée dans la rue quand elle m'a parlé après avoir lu mon roman, et je savais pas. Et du coup, ça ouvre des discussions qui sont pas faciles, mais qui sont, je pense, Ouais. nécessaires. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir ensuite en parler et de pas rester juste chacune dans son coin à se dire, mais en fait, je suis toute seule à vivre ça et c'est horrible, c'est insupportable, quoi. Ouais. Non, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. J'ai pas voulu te couper. Tu as évoqué déjà le fait qu'il y a un problème d'identification, de modèle chez les Mm. musulmanes en particulier, enfin chez les musulmans, même chez les hommes. Hein. Je pense qu'il Ouais, n'y a pas je beaucoup de pense. Ouais. héros hommes. Ouais, bah moi, je parle de ce que je connais, donc c'est pour ça que je parle surtout des femmes, mais je me suis sûre qu'au niveau des hommes, c'est la même chose. Ouais. Surtout les héros modernes qui vivent dans l'époque moderne, c'est encore plus difficile, Mm. j'imagine. Euh, et du coup, ce que tu dis là, c'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, c'est que en fait, en écrivant ce livre, en permettant aux musulmanes, bon, c'est ouvert à tout le monde, mais en particulier pour les musulmanes qui vivent ces choses-là, de s'identifier à une héros. Je ne sais pas si ça se dit une héros. Une héroïne, tu peux dire. Une héroïne, pardon. Je couperai ça au montage. Non, allez, je laisserai, c'est pas grave. Euh, J'assume. Euh, Ouais. et ben, ça permet en fait de déclencher un peu ce qui a été déclenché quand toi-même tu t'es rendu compte du problème quand ton collègue t'a dit que c'était pas normal en fait. Mm. Ça déclenche une prise de conscience de lire ce genre de livre. Je pense que c'est le cas. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le seul élément déclencheur et voilà, parce que chacune a son cheminement. Et même moi, quand mon collègue m'a dit ça, en fait, je pense qu'une partie de moi savait que c'était pas normal. Mais je cherchais les options que j'avais, bah, j'en voyais pas parce que j'avais vécu plein de choses pas normales dans mon enfance, dans mon adolescence, mais comme tout le monde, c'était pas des choses extrêmement violentes, c'était de la violence ordinaire, c'était, ben, je sais pas, moi, à la cantine, par exemple, on se retrouve, le repas, ben, c'est un repas avec de la viande, on se retrouve à manger du pain, quoi, ce genre de choses, et on nous dit, ben voilà, en même temps, t'as qu'à de manger de la viande. Bah, Hmm. ah oui, mais non, en fait, enfin, je veux dire, c'est ce genre de choses où quand j'étais enfant, on me disait, bah, c'est normal, voilà, je mangerai mieux ce soir, machin, on va pas faire de vagues, etc. Mais là, je me rends compte que c'est abusé, quoi, ce genre de choses. Et du coup, je pense que je savais que c'était pas normal, mais que j'avais aucune ressource autour de moi, vers qui je pouvais aller ou me tourner ou dire, bah, en fait, j'ai vécu ça et c'est pas normal, qu'est-ce que je peux faire? Mais Et qui surtout, allait me dire, personne te l'a dit à voilà, toi. c'est ça. Techniquement, c'est pas normal. Il a fallu que quelqu'un te le dise. Et quelqu'un d'extérieur. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment ben, choquée dans le sens où ça m'a fait me rendre compte. C'est que,
dans ma famille, on se dit, ouais, c'est pas normal, mais ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Mais Enfin, c'est comme déjà, ça. on peut faire des études. Enfin, je veux dire, c'est ce genre de choses. On a vécu d'autres choses dans la vie qui font que là où on est aujourd'hui, c'est quand même pas mal, donc on va pas se plaindre. Mais en fait, si, on va se plaindre et on va même le hurler sur tous les toits parce que c'est pas normal. Et là, du coup, d'avoir quelqu'un qui vivait pas ça et qui connaissait pas en fait toute cette violence-là, et même juste, il avait juste vu cette seule fois d'agression dans la rue. Il m'a dit, mais c'est pas normal, c'est une fois de trop alors que c'était déjà la millième fois, quoi. Et c'est ça qui m'a fait dire, Ouais. mais attends, peut-être qu'il a raison, du coup, et d'avoir ensuite toute la journée, j'ai eu tous mes collègues qui venaient me voir en me disant, mais ça va, qu'est-ce qui s'est passé et tout, et moi, j'étais gênée, je disais, ah, mais arrêtez, genre, c'est presque rien passé, en fait. Vraiment, c'était gênant. Et c'est tout Ouais. ça finalement qui s'est accumulé et qui m'a fait dire, je suis rentrée le soir, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est pas normal en fait. Parce que ce qui s'est Ouais. passé par la suite, c'est que euh, pour que ça ait fait autant scandale, on va dire, dans les locaux, c'est que, parce que tout le monde n'était, tous les salariés n'étaient pas présents, mais en fait, le groupe de militants qui nous a agressés bah, pendant une bonne heure en plus, hein, franchement, c'était long quoi. Et ben en fait, ils ont écrit un mail par la suite à l'organisatrice de l'événement en lui disant c'était une super rencontre, machin, dommage qu'elle ait été gâchée par la présence de quatre voilés qui n'avaient rien à faire ici. Par des Et du coup, hooligans. la salariée, elle a Ouais, c'est ça, genre, on était des infiltrés et tout. En plus, le nom de leur asso, c'était un truc, enfin, du groupe de militants qui était là en plus, c'était un truc contre le terrorisme, je sais pas quoi, enfin, vraiment, il y avait du niveau, hein. Et en fait, la salariée, elle a transféré le mail à la présidente de l'association qui a fait un mail à tout le monde, absolument toute la base de données, en disant que c'était inadmissible d'avoir ce genre de propos, qu'on avait notre place autant que n'importe quelle personne qui voulait défendre les droits de cette avocate iranienne et que c'était au groupe de militants de partir s'ils n'étaient pas contents. Et c'est comme ça que tout le monde a été au courant dans les bureaux et qu'ensuite, il y a eu toute cette vague de soutien auprès de moi, du coup, et que j'ai relayé après auprès de mes sœurs et qui m'a fait dire, ah, mais en fait, dans toutes ces personnes-là qui m'ont parlé aujourd'hui, il n'y en a aucune qui est musulmane, et pourtant, il n'y en a aucune qui m'a dit que c'était normal. Et ça m'a vraiment fait réfléchir et en me disant, ah ouais, c'est vrai que, bah, en fait, c'est quelque chose que je savais déjà, mais d'avoir des personnes non musulmanes qui me disaient que j'avais pas à subir ça et que j'étais légitime à aller porter plainte, à aller dire que c'était une agression, bah, c'était juste le petit truc qui me manquait pour moi me réveiller et me dire, mais c'est vrai que je vais faire respecter mes droits, en fait, parce que c'est pas normal. Ouais. Alors, si on peut revenir du coup sur l'islamophobie vécue par les musulmans, bon, on sait que l'islamophobie, elle n'est pas vécue pareil selon si on a un homme, une femme, Mm. une personne racisée ou non racisée, etc. Mais principalement entre, disons, si on faisait deux groupes entre les hommes et les femmes, parce que je pense que chez les hommes, on ne se rend pas compte de l'islamophobie pardon, vécue par les femmes. Elle est beaucoup plus intense. Moi, je me suis rendu compte quand je me suis marié. Je ne m'étais pas trop rendu compte Ouais. avant. Euh, je pensais que c'était plus ou moins la même chose, à un bout de tissu près. Euh, Mm. mais du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les différences? Parce que par exemple, moi, tu as évoqué juste avant des micro-agressions, peut-être dans le métro, tout ça, quelqu'un qui va te parler. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, en tant qu'homme musulman, j'ai pas vécu ça en fait. J'ai pas vécu ce genre de choses. Personnellement, ça me touche, j'ai l'impression, beaucoup moins que chez les femmes ou chez certaines femmes. Ouais. Ouais, bah ça, c'est dans un rapport du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France de 2019, si je dis pas de bêtises, qui explique qu'il y a 70% des actes islamophobes recensés, parce que tout n'est pas recensé, 70% qui sont contre les femmes et 30% contre les hommes. Donc on a une écrasante majorité d'actes islamophobes contre les femmes, parce que les femmes musulmanes qui portent le foulard, bah, elles sont visibles et identifiées en tant que musulmanes, alors que Ouais. les hommes, bah, à part parfois s'ils sont racisés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont musulmans, donc ça c'est une erreur que les gens font en plus. On ne peut Mhm. pas savoir qui est musulman en tant qu'homme, donc c'est pour ça que c'est les femmes qui vont être plus agressées, plus discriminées. Donc ça, c'est clair que c'est vraiment une écrasante majorité. Après, je lisais un article dans un bouquin de sociologie qui parle du genre et de l'islamophobie et qui expliquait qu'il y avait de plus en plus d'hommes qui étaient discriminés quand ils portaient une barbe. Et que, en fait, la sociologue expliquait que c'était presque en passe de devenir le nouveau marqueur de musulmanité, entre guillemets, des hommes, c'était la barbe. Et du coup, ça donnait des situations absurdes où tu avais des hommes qui n'étaient pas du tout musulmans, qui étaient juste des Ouais. hipsters ou quoi, et ils avaient une barbe, et en fait, il y avait des actions islamophobes contre eux, quoi. Et du coup, bah, ça, c'était intéressant, mais c'est pas encore vraiment devenu une majorité Ouais. d'actes islamophobes contre les hommes. Généralement, en fait, les hommes vont plus subir
subir le racisme quand ils sont racisés, et les femmes plus l'islamophobie, voire parfois aussi du racisme parce qu'on croit que puisqu'elles sont musulmanes, elles sont arabes ou nord-africaines. Moi, ça m'arrive Ouais. tout le temps alors que je suis d'origine française. En fait, toute ma vie, on m'a prise pour une arabe, et quand je dis bah non, je suis pas arabe, alors on a personne me croit en fait. Enfin, c'est absurde. Là, je me dis, je me rends compte à quel point c'est absurde. On me croit pas et on me demande, et tes parents, ils sont de quelle origine? Mais tes grands-parents, ils sont de quelle origine? On m'a déjà demandé ça. Moi, je cherche quelqu'un qui a des grands-parents, des deux côtés, quatre grands-parents qui sont d'origine française, parce que j'aimerais bien voir ça, hein. Et du coup, c'est ça Ouais. dont je parlais, des microagressions, ce genre de choses. C'est quand moi j'arrive et que je me présente et que bah, je dis bonjour, je m'appelle Miana. D'accord, t'es de quelle origine? D'accord. Enfin, tu veux quoi en fait? Tu vois, c'est ce genre de choses. C'est t'es de quelle origine? C'est et pourquoi tu portes le foulard? Mais en fait, on se connaît pas. Genre, je sais même pas comment tu t'appelles. Pourquoi je répondrai à cette question? Et c'est ces choses-là qui font que pendant longtemps, j'étais sur la défensive, où je me sentais obligée de répondre parce que si je répondais pas, j'allais passer pour la musulmane énervée et qui limite agressive, et que c'était moi qui devenais dangereuse. Toujours sur Vraiment, la on défense. retourne Ouais. le truc. Ouais, c'est ça. C'est fort, franchement, de réussir à faire ça. Et du coup, j'étais toujours là à me dire, ah, mais mes grands-parents, ils sont français, mais oui, mes parents aussi, ils sont français. Et c'est insupportable, en fait, parce que c'est, quoi que je réponde, ce sera pas une bonne réponse parce que la personne en face, tout ce qu'elle veut, c'est entendre ce qu'elle a envie d'entendre, c'est-à-dire que je suis pas française parce que je suis musulmane et que du coup, ben, j'ai pas ma place ici, quoi. Et du coup, ça peut être ça, les microagressions, ça peut être des questions anodines, mais qui font que c'est hyper déplacé, comme le fait de demander comme ça les origines alors qu'on vient de se rencontrer, et que c'est clairement dans le but de me faire me sentir inférieure et pas à ma place. Parce qu'il y a eu parfois où on parlait des origines avec des gens, mais c'était pas du tout dans un cadre malsain. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça dépend de ça aussi. Ça peut être aussi dans la rue, quand je me promène avec mes sœurs, on a déjà eu plein de commentaires, genre des gens en voiture qui crient Vive la libération des femmes, ou alors Retournez dans votre pays, ce genre de choses. Enfin, vraiment, c'est. Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre à part rire de ça, parce que sinon, si on s'énervait à chaque fois, ce serait quand Ouais. même enfin, difficile à supporter, quoi. Je me rappelle d'ailleurs, il y a une fois, enfin, c'était vraiment la revanche qu'on a eue, c'est que j'étais du coup avec toute ma famille, donc avec mes sœurs, maman et tout, on porte tout le foulard et on se promenait dans la rue, et il y a des mecs en voiture qui passent et qui nous disent je suis pas rentré chez vous, enfin un truc on connaît. Et en fait, ils se sont pris un feu rouge juste après. Ce qui fait qu'on est passé à leur Ouais. niveau, nous on était à pied, et ils regardaient droit devant eux, ils étaient tout rouges, genre, ça se voyait ils avaient la rage. Et nous on est passé genre, ah, bien fait pour vous, parce que c'était l'affiche, ils voulaient juste balancer leur insulte et partir en voiture. Sauf que le feu rouge les a rattrapés, et ça c'était bien rigolo. Donc voilà, Ouais. ça peut prendre toutes ces formes-là, ça peut être plein de choses différentes, et ouais, Du coup, selon juste d'un point de qu'on. vue technique, la différence entre agression et microagression. Donc, les agressions, c'est des agressions physiques ou verbales. Pour une agression, enfin, dans la définition à peu près qu'on peut donner, c'est qu'il va y avoir de la violence directe, on va dire. Ça va être violent soit physiquement, soit verbalement, comme tu as dit. Et on va tout de suite sentir que c'est genre, que c'est pas un comportement normal, en fait. Ça sort de la norme de ce qu'on attend des gens dans une société, ce genre de choses. Ça, c'est une agression. Une microagression, ça va être plus subtil. Ça va être des questions, des comportements, des remarques, ou même juste ouais, des comportements. Donc, il peut y avoir même aucune parole ni rien, mais qui sont perçus, et c'est ça qui est difficile dans les microagressions, c'est que c'est perçu par la personne minorisée, donc là, pour le coup, par, bah, disons moi, en tant que femme musulmane, qui sont perçus comme péjoratifs ou insultants. Et Mhm. ça peut être aussi hostile. Donc en fait, le truc, c'est que une remarque en soi, on peut pas dire que cette remarque-là, comme je disais, les origines, par exemple, le fait de demander Ouais. les origines, c'est une microagression. Ça, on peut pas dire ça parce que ça dépend du ressenti de la personne et du cadre dans lequel on est, ce genre de choses. Et c'est ça qui fait que c'est hyper difficile de mettre le doigt dessus, et que c'est pour ça que c'est dur aussi de se sentir légitime quand on dit ben cette remarque-là je l'accepte pas et c'est une microagression pour moi. C'est que pour la personne en face ça va pas être une microagression, donc elle va me dire non mais t'exagères, non mais c'est pas ce que je voulais dire, non mais on peut plus rien dire, ce genre de choses. Et du coup bah moi ça me renvoie au fait que c'est moi qui pose problème, alors que Ouais. non, en fait c'est la personne. Quand je lui dis ben cette remarque-là je la trouve déplacée, c'est la personne qui devrait se remettre en question et se dire ok, moi je suis pas à sa place, mais elle me dit que ça la vexe ou que ça lui a fait de la peine. Bah, faut que je réfléchisse 2 secondes à pourquoi en fait ça lui fait de la peine. Et ça, Ouais. enfin, ça devrait être ça dans toutes les conversations avec tout le monde. C'est juste des règles de communication bienveillantes. Mais quand on Mhm. parle avec une personne qui fait partie d'une minorité, quelle qu'elle soit, bah là, ça peut devenir une microagression parce que justement, c'est pointer du doigt le fait que je fais pas partie de la, de la case, enfin, on va dire, sociale supérieure. Donc, ça peut être le fait d'être blanche.
enfin de pas être blanche du coup, le fait de pas être, enfin d'avoir une religion, ça peut être aussi par rapport aux orientations sexuelles, ce genre de choses. Et ça s'est pointé du doigt ça par une petite remarque, un petit comportement, un regard, une question et vont me faire me sentir pas du tout à ma place et pas acceptée, quoi. Donc ça vraiment Ouais. ça dépend de tout le monde, enfin de chaque personne. Donc c'est difficile à pointer du doigt ou à dire que c'est une microagression, mais moi, c'est aussi ce travail-là que j'essaye de faire depuis que j'ai publié mon roman. C'est que je fais des interventions auprès de groupes. Pour l'instant, j'ai fait que auprès de groupes de musulmans et musulmanes, donc de personnes concernées, pour leur parler justement de c'est quoi une agression, c'est quoi une discrimination, c'est quoi une microagression et pourquoi est-ce que on n'a pas accepté ça, donc comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon propre parcours, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a comme recours en fait face à ça. Parce que, comme je disais pendant longtemps, moi, ce qui m'a manqué, c'était des ressources autour de moi et pour aller voir des personnes, des assos, savoir que j'ai le Mm. droit d'aller porter plainte et que la personne au commissariat n'a pas le droit de refuser ma plainte parce que c'est dans le code pénal. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Parce que vu que j'ai fait des études de droit aussi, ça m'a aidé à construire un peu ma légitimité. Euh, En sachant que bah, y avait des choses qui n'étaient pas normales, on pouvait porter plainte, il y avait des recours, ce genre de choses, c'est quoi une agression, une discrimination, etc. Et du coup, maintenant, j'utilise toutes ces connaissances en droit que j'ai accumulées au fil des années et tout ce que ensuite j'ai vécu en termes d'islamophobie et ce que j'essaye de promouvoir maintenant, c'est-à-dire les droits des musulmans et des musulmanes en France. Et bah, du coup, je fais des interventions là-dessus pour parler de tout ça, pour créer un espace de dialogue aussi, de discussion entre des personnes musulmanes qui vont, comme je disais tout à l'heure, parler de ce qui s'est passé, de ce qu'elles ont pu vivre dans leur vie, etc. Parce que c'est aussi hyper important. Et j'ai tenu une assise comme ça, c'était dans une mosquée en début décembre. Là, c'était un groupe que de femmes, donc de femmes musulmanes. Et on a beaucoup échangé sur les différentes agressions, etc., qu'on avait pu vivre. Bah, déjà, ça a été une grande part de la rencontre. Et du coup, c'est toujours, ben, c'est pas facile parce que c'est des événements traumatiques. Parfois, c'est des femmes qui sont encore en train de vivre ces situations, qui n'ont pas réussi à faire le travail sur elles ou de thérapie, etc., pour guérir ces choses-là. Et il y en a une qui m'a marquée parce que c'était terrible, la détresse dans laquelle elle était, parce elle a été virée de son travail pour le simple fait d'être musulmane, parce qu'elle portait un foulard, donc son patron l'avait identifiée en tant que femme musulmane. Et il avait inventé un vieux prétexte pour la virer, et c'était il y a plus d'un an, je crois. Et elle me demandait, ben, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a un recours ou quelque chose à faire contre mon patron? Et donc, du coup, je dis, ah bah oui, il y a des choses à faire, machin. Je lui donnais un peu des pistes et elle me disait, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre et tout? Et je lui disais, ben, je comprends pas, en fait, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ou qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, elle avait les larmes aux yeux, elle me dit, je veux juste que quelqu'un me dise qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Et là, je me suis rendu compte de l'ampleur de la chose, que c'est une femme qui a jamais pu parler de ça avec des gens autour d'elle, qui a jamais pu trouver des ressources ou des personnes qui tout de suite ont pu l'accompagner dans ses démarches de porter plainte ou quoi, parce que le patron n'a pas respecté le droit du travail et le code pénal même dans la foulée. Et c'était juste quelqu'un enfin, elle voulait même plus récupérer son taf à ce moment-là. Elle se disait juste, je veux juste que quelqu'un me dise que c'était pas normal, que c'était pas moi le problème. Et là, Ouais. ça m'a vraiment frappé de me dire, vraiment, il y a quelque chose à faire. Il faut faire quelque chose en fait pour éduquer en fait les personnes, sensibiliser les musulmans et les musulmanes aux droits qu'on a et les aider à après se sentir légitimes pour les faire appliquer. Enfin, c'est vraiment, ça a été bouleversant parce que c'était. Bah, du coup, je lui ai dit, bah non, bah, il avait pas le droit de faire ça, mais je me sentais tellement inutile à ce moment-là, genre de lui dire le truc le plus évident du monde. Et pourtant, Ouais. c'était ça qu'elle demandait, c'était juste ça, quoi. Ouais. C'est assez triste, hein. Ça, c'est malheureux. Ouais, Ça relève presque de la thérapie, en fait. Il n'y a ouais. pas Ah suffisamment de oui, communication dans son entourage. Pourtant, chez les musulmans, enfin, en général, en tout cas en France, on est souvent entouré d'autres musulmanes. D'ailleurs, la sœur, tu l'as vue à la mosquée, donc elle devait avoir des amis ou quoi que ce soit. ouais. Ce qui est assez surprenant, c'est que même dans son entourage, j'ai pas l'impression qu'il y a eu le soutien qu'il fallait de lui dire que c'est pas normal, peut-être. Ouais, ou alors c'était de se dire c'est pas normal, mais ben qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas ce qu'on fait. Parce que bah, je sais pas vers qui on Ouais. peut se tourner, je sais pas dans quelle mesure je suis légitime à dire qu'il avait pas le droit de me virer. Et ensuite, peut-être qu'elle a fait des démarches auprès de son patron et qu'en fait, elle en a pris encore plus plein la figure. C'est ça qui est dur. Et c'est ça que je disais quand moi j'ai eu mon déclic. Ça a été dans ma famille, on savait que c'était pas normal et c'était le cadre où je pouvais en parler, où on se racontait nos histoires. Moi, j'ai grandi avec les récits de mes grandes sœurs qui se faisaient virer des cours, qui n'avaient pas le droit de faire des études, machin, et qui avaient réussi finalement après des batailles, à quand même entrer dans cette école d'ingénieur, ce genre de choses. Moi, j'étais en mode, mais mes sœurs, c'est des grandes malades, elles sont trop stylées. Et je vivais avec cette bulle-là et je savais que je pouvais faire mon petit chemin parce qu'il y avait mes grandes sœurs qui étaient passées devant moi et qui avaient combattu des combats pour moi.
mais il n'y avait pas le fait de se dire, bah, à plus grande échelle, toutes les musulmanes de France vivent ce genre de choses et c'est pas normal. Et il faut qu'on change les choses d'un point de vue plus grand, en fait, que ce soit dans le discours public qu'on peut entendre, que ce soit dans l'idée que les gens non musulmans peuvent avoir de nous. Ce genre de choses. Et je pense que c'est là où cette sœur-là, elle n'a pas eu le soutien qu'elle avait, c'est parce que autour d'elle, bah, ça devait être des gens qui étaient en mode bah ouais, c'est pas normal, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Sachant que souvent, c'est des personnes aussi, enfin pas souvent, enfin si, souvent, c'est pas une majorité, mais souvent, ce sont des personnes musulmanes qui viennent d'un autre pays, qui sont racisées, donc déjà en plus elles subissent le racisme, et en plus de ça, il y a Ouais. ce sentiment de ben c'est pas mon pays, donc je vais pas non plus me plaindre. Et ça, c'est un frère le lendemain, parce que c'était une assise mixte, parce que j'ai refait une assise le lendemain pour parler de ça, et c'était un homme musulman, il avait, je sais pas, une cinquantaine d'années, je pense, peut-être un peu plus. Du coup, lui, c'était dans une autre dynamique que les jeunes qui étaient là, parce qu'il avait vécu d'autres choses, je pense, dans sa vie. Ouais. Et lui, il disait, ben moi, je vis tout le temps du racisme, je vis tout le temps ce genre de choses, mais je vais pas me plaindre. Je suis déjà qu'on me fait me sentir que je suis pas chez moi, je vais pas en plus me plaindre. Et là, mais je me suis pas énervée, mais je lui dis, mais vous êtes chez vous, en fait, vous êtes ici chez vous. Et il faut qu'on se sorte cette idée de la tête parce qu'en fait, on nous le répète tout le temps que les musulmans n'ont pas leur place en France. Mais en fait, c'est archi faux. Et si nous-mêmes, on y croit, bah forcément, on n'ira pas bah, porter plainte ou faire des prises de parole publiques pour dire l'islamophobie, c'est Ouais. comme ça se révèle comme ça et on peut le combattre comme ça. Et c'est là, encore une fois, ça a été un gros déclencheur en me disant, mais vraiment, ce sentiment de légitimité, il faut qu'on le reprenne, quoi. Qu'on le reprenne Hmm. parce qu'on est ici chez nous comme n'importe qui et il n'y a pas de citoyens de seconde zone qui n'ont pas le droit d'aller porter plainte ou qui ont moins de droits parce qu'ils sont de telle ou telle religion. Ça, c'est inacceptable. Et déjà, c'est Ouais. illégal, mais en plus, même dans l'opinion des gens, ce qu'on peut entendre, c'est inacceptable. Et ça, du coup, j'en ai fait mon combat de combattre justement ça, cette idée-là, et en diffusant ben, des ressources pour lutter contre l'islamophobie, que ce soit à grande ou à petite échelle, à échelle personnelle, genre, ben, il m'est arrivé quelque chose, ok, ben, j'appelle le numéro du collectif contre l'islamophobie en Europe, qui a une permanence pour recenser les actes islamophobes et ensuite rediriger vers des avocats compétents. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais soit on ne le sait pas, soit on ne se sent pas légitime d'aller chercher ces ressources-là parce qu'on se dit Hmm. non mais on va pas faire un esclandre et moi c'est comme ça que j'ai grandi aussi donc je comprends complètement ce sentiment que moi j'ai réussi à déconstruire et que c'est ce travail de déconstruction que j'essaye d'apporter, enfin d'aider les gens à faire et pour qu'ils puissent ben faire que toutes ces petites choses-là, ce soit moins des gros traumatismes, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, qui me dit quelque chose de déplacé, j'arrive tout de suite à lui répondre quelque chose, ou j'arrive tout de suite à saisir la ressource qu'il faut pour que ça Ouais. prenne pas trop d'ampleur et que j'ai pas cette idée-là dans la tête et que ça devienne une croyance limitante de ben j'ai pas ma place dans ce pays, je suis pas légitime, j'ai rien à faire ici, je vais pas me plaindre en plus. C'est toutes ces choses-là qui en fait c'est des petits coups, des petites choses qui nous les ont gravées dans la tête et que maintenant pour les enlever ben il y a du boulot quoi. Alors que si je la retire tout de suite en répondant bah en fait je suis autant française que toi ou X chose, le truc il restera même pas dans mon esprit, je vais pas me dire ah, peut-être que la personne elle avait raison. Du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est tout ce travail-là qu'il faut faire de déconstruction, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant là, l'exemple que tu donnes de la personne à la mosquée qui se sent pas en fait à l'aise à l'idée de réagir et de se plaindre. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que nous, en tant que musulmans, on a une foi, on a des principes, Mm. on a le Coran, on a la Sunna. On n'a pas besoin en fait qu'on nous dise qu'on a le droit de se plaindre si quelque chose est mauvais ou pas. Dieu nous ordonne de combattre le blâmable et d'encourager ce qui est bien. Ouais. Parce que souvent, j'ai l'impression que le fait qu'on puisse se plaindre dépend de si on est français ou pas, en fait. Ouais, ouais. Et je pense que enfin, tu soulèves un point important et intéressant, c'est le fait que bah, cet homme-là, justement, je ne connais pas son parcours, sa vie, ni rien, mais je pense que si c'est pas lui qui a émigré en France, ça devait être ses parents, et qu'il a dû grandir, ou en tout cas vivre cette idée de je suis pas chez moi, donc je vais pas me plaindre, déjà que j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai du travail. Et après, il y a aussi l'idée de se dire, Alhamdoulilah, dans tous les cas, ce qui est vrai, mais on Ouais, peut quand même ben, lutter contre les choses qui sont devant nous et qui nous posent problème. Et donc, il y a cette idée-là de, ben, mes parents sont venus dans ce pays ou moi, je suis venue dans ce pays, je vais pas me plaindre parce que, en fait, chez moi, c'était pire. Et bah, du coup, là, ça va. Genre, il y a pire dans la vie. Et c'est vrai qu'il y a toujours pire, mais je pense que c'est pas pour ça qu'il faut qu'on accepte des choses qui sont pas acceptables. Et surtout ouais, que, ben, en fait, être musulman, c'est une religion, c'est pas une origine. Ça, encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, mais il y a encore des gens qui n'ont pas compris ça. Ce qui fait que c'est pas parce qu'il y a des musulmans qui sont
d'origine autre que française qui vont avoir du mal à se sentir légitimes à cause de leur origine et finalement pas de leur religion. Mais il y a après des Français qui sont musulmans convertis ou dont les parents sont convertis ou voilà, qui sont en fait français. Donc quand moi c'est mon cas et quand on me dit retourne chez toi, j'en dis je sais pas je vais aller où du coup parce que je suis déjà chez moi. Donc il y a ce côté-là aussi qui fait que en fait on mélange, enfin les gens je veux dire mélangent le fait d'être musulman et les origines qui font qu'on se retrouve après à tout, enfin vraiment à tout mélanger. Et ce qui fait que moi, du coup, je suis blanche, mais vu que je suis musulmane et identifiée comme musulmane parce que je porte le foulard, et ben je vais aussi subir du racisme, alors que ça n'a aucun sens parce que je suis blanche en fait. Mais vu que je suis musulmane, les gens vont mettre tout ça dans la même catégorie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des musulmans qui vivent du racisme et des hommes racisés mais qui sont pas du tout musulmans qui vont vivre des actes islamophobes. Donc, c'est vraiment ces deux concepts qui se mélangent. Et ça en sociologie, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. C'est super intéressant. Et c'est, je pense, ça qui fait que le sentiment de se dire en tant que communauté musulmane, on va rien dire, alhamdoulilah, c'est aussi parce que à l'origine, la communauté musulmane française est issue de l'immigration. Et que du coup, ça s'est mélangé avec le fait d'être musulman. Et donc, de se dire, bon, en France, au moins, on est bien, on va pas se plaindre. Et je pense que même les personnes qui sont issues de l'immigration aujourd'hui, qui ont mon âge, c'est, je sais pas, les parents, les grands-parents qui sont venus en France, en fait, ces personnes-là, elles sont françaises. Et il y a pas personne peut dire le contraire. Et du coup, c'est encore pire, je trouve, d'avoir ce sentiment-là de, mes parents sont venus en France et du coup, c'est pas vraiment mon pays. Et donc, je vais pas me plaindre et tout. En fait, si, c'est ton pays, tu as grandi là, tu es né là, tu vis là, c'est ton pays. Et tu as autant de droits que n'importe qui d'autre à pas être content et à aller manifester, à revendiquer tes droits, justement. Oui, je suis d'accord. Du coup, tu as beaucoup parlé de microagressions et tu as dit que voilà, depuis que tu réagis à chaque fois qu'il y a des agressions et des microagressions, tu étais au taquet. Quel conseil t'as donné du coup comment est-ce qu'on peut réagir face aux microagressions, les outils principaux est-ce que tu as des conseils? Je pense que la première chose, et c'est vraiment pas la plus simple, mais c'est la base, c'est d'identifier une microagression. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai été mal à l'aise avec certaines questions ou certaines remarques, mais sans trop savoir, sans trop mettre le doigt dessus. Juste, j'étais gênée, j'aimerais que ce moment passe et se termine, mais j'arrivais pas à expliquer pourquoi, qu'est-ce qui était gênant. Quand j'ai appris ce que c'était une microagression, mais là, c'était une révolution dans ma tête. Je me suis dit, ah, mais en fait, tout ça, là, tout ce qui s'est passé, c'était une microagression. Et du coup, ça, c'est vraiment mettre le doigt dessus et de se dire si je suis gênée dans une situation, il y a un problème en fait. C'est pas moi qui pose problème, c'est que soit la personne en face est agressive, soit elle est passive agressive, soit c'est ces questions qui sont déplacées et en fait si je me sens mal à l'aise, j'ai pas à y répondre. Et donc il y a, je pense, ce côté-là aussi, c'est de ne pas se sentir obligé de répondre à tout. Si c'est pourquoi tu portes le foulard, en fait ça te regarde pas. Si j'ai envie de lui répondre à la personne, je lui réponds, il n'y a pas de souci. Et si j'ai pas envie, je lui réponds pas. En fait, c'est s'écouter dans la conversation et pas se sentir obligé de répondre à quoi que ce soit, pas se sentir redevable comme si j'avais une dette envers les non-musulmans et du coup j'étais à leur botte et il fallait que je réponde à toutes les questions. En fait, non, c'est m'écouter moi aussi dans la discussion, dans l'échange que je suis en train d'avoir avec une personne. Et ça, c'est comme je disais, des règles de communication bienveillantes, mais qui marchent à tous les coups, enfin, dans toutes les discussions normalement. Et après, il y a peut-être le côté aussi de si c'est un cadre qui le permet, c'est-à-dire si c'est une personne en face de moi qui est ouverte, qui est bienveillante et qui juste en fait pose des questions déplacées parce qu'elle a jamais fréquenté de personnes musulmanes ou parce qu'elle a jamais déconstruit ses croyances sur l'islam ou sur les musulmans, si je sens en fait que je vais pouvoir lui expliquer en quoi cette remarque est déplacée ou cette question, ça se fait pas de la poser là comme ça, que ça c'est plutôt un sujet sensible, etc. Là, c'est chouette si j'ai la place qu'il faut et la bienveillance qu'il faut pour expliquer ça à la personne. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, je pense que là, c'est encore une fois s'écouter, voir le cadre dans lequel on est et pas forcer les choses. Je racontais la personne qui m'a demandé les origines de mes grands-parents. Ça, c'était un mec que je venais de rencontrer parce que c'était un repas étudiant quand j'étais en Erasmus à l'étranger. Et là, c'était les Français en fait du groupe qui faisaient un repas pour tout le monde. Et c'était un Français du groupe que je rencontrais. Et c'est au bout de 3 minutes de conversation, c'était vraiment ça. C'était tu t'appelles comment? Et t'es de quelle origine? Et tes parents ils sont de quelle origine? Et tes grands-parents ils sont de quelle origine? Et j'étais dans la cuisine et j'étais collée au frigo et lui il se penchait vers moi. Il touchait presque mon foulard. Il avait sa main. Il disait c'est dommage quand même de porter ça parce que je peux pas voir du coup. Et j'ai vraiment mais horrible quoi, horrible. Et là
impossible pour moi de lui expliquer en quoi, genre, c'était une agression, en fait, qu'il était en train de faire, ou une microagression, c'était impossible. Du coup, j'ai juste attendu que le moment passe en me disant, mais c'est horrible ce qui vient de se passer. Et vraiment, je me sentais sans ressources, sans rien, sans aide extérieure. Parce qu'il y a des gens qui étaient là, genre, ouais, c'est vrai, ça. Enfin, tout ça, je me sentais mais tellement seule. Et genre, vraiment, Comment c'était dire? rien n'allait, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est fou. Et du coup, là, j'aurais jamais pu lui expliquer en quoi, c'est quoi une microagression, comment est-ce que je me sens, etc. Genre là, ça sert à rien. Ouais. J'ai juste en prendre encore plus dans la figure, donc ça sert à rien. Il y a eu d'autres fois où aux gens, j'ai pu leur expliquer, bah là, c'est une question, par exemple, c'est un peu indiscret, ou ça, c'est, bah, voilà, ça se fait pas trop. Je prends aussi l'exemple, enfin, que j'aime bien expliquer. C'est quand je suis dans un cadre avec des amis qui sont pas musulmanes où je vais retirer mon foulard et qu'on va me dire mais t'es trop belle sur ton foulard et moi tout le premier réflexe c'est ah parce qu'avec mon foulard je suis moche. Du coup, les gens, ça, ils sont gênés parce qu'ils se rendent compte que c'est un peu gênant, quoi. Et là, je leur dis, bah, en fait, vu la manière dont tu le dis, ça implique, parce que souvent, c'est suivi de, ah, c'est dommage quand même. Et je leur dis, bah, en fait, là, tu es en train de remettre en question mes choix personnels, la manière, enfin, la maturité que j'ai pour prendre des choix pour moi, parce que tu es en train de dire que je devrais retirer mon foulard parce que c'est dommage, sans prendre en compte le fait que je suis une femme adulte, que je fais ce que je veux et que je sais réfléchir par moi-même. Enfin, tu vois, là, je peux expliquer tout ça, je peux expliquer en quoi c'est problématique, en fait, de me dire ça, Hmm. parce que ça implique que je suis juste un bébé qui devrait juste écouter ce que les gens ont à dire pour elle, parce que bah, moi, après tout, je suis musulmane, j'en sais rien, quoi. Je sais pas ce qui est le mieux pour moi. Et du coup, Ouais. ça me saoule, en fait, cette remarque-là, ça me saoule. Et du coup, pour moi, c'est une microagression quand ça arrive par une personne que je viens de vous rencontrer ou quand je suis au vestiaire et qu'il y a une fille qui arrive et qui me sort ça, ben merci. Mais moi, je te dis pas, c'est dommage, tu devrais mettre un foulard, ce serait mieux pour tout le monde. Enfin, je me permets pas parce que c'est une microagression. Du coup, Ouais. ça dépend vraiment du cadre dans lequel on est. Et je pense que le dernier conseil que j'aurais, c'est de s'écouter et de prendre soin de soi, dans le sens où là, j'ai fait que parler de lutter, de militer, d'aller à des manifs, machin, de faire plein de choses, de prendre la parole. Mais en fait, il y a aussi un moment où il faut prendre soin de soi et parfois, ça passe par ne pas combattre ce combat-là, ne pas répondre à cette personne, juste lâcher prise. Parce que si on combattait tous les combats, on n'aurait plus d'énergie. Et il y a des fois où c'est le moment où même moi, je me sens en forme et je suis là et je fais plein de choses, je fais plein d'interventions, je fais des trucs. D'autres fois où j'ai juste besoin qu'on me laisse tranquille, en fait, et qu'on me parle plus d'islamophobie. Et je peux même plus travailler sur mes projets d'écriture, j'en peux plus parce que toutes les agressions et tout, ça me saoule d'en entendre parler alors que c'est ce que je vis au quotidien. Donc, il y a des fois où j'ai besoin de faire une pause et là, je suis plus du tout dans la bonne euh, dynamique pour faire de la pédagogie. Et ça, c'est pas grave, Ouais. c'est très bien aussi. Et c'est chaque personne qui sait comment elle arrive le mieux à être pédagogue, si ça va être par discuter avec les gens, si ça va être par faire des trucs sur les réseaux sociaux, discuter par message, etc. Chaque personne le sait et elle est obligée de rien. Donc je pense que c'est ça que je dirais en dernier, c'est de prendre soin de soi parce qu'on a déjà suffisamment de choses à vivre et à supporter et à digérer et à traiter, parfois à réparer avec des thérapies et tout ça, sans pour autant devoir en plus avoir la charge mentale d'éduquer les personnes non musulmanes à c'est quoi l'islamophobie. Il y a tellement de ressources en ligne qui existent, il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs qui sont déjà produits que normalement, c'est que si on a envie, en fait, qu'on devrait pouvoir faire de la pédagogie. C'est pas quand on est obligé. Et ça, c'est pas Hmm. toujours facile, mais c'est ouais, mon dernier conseil, je pense que ce serait ça. Ok. Et si on parle un peu plus des hommes, j'ai l'impression que tu es enfin, beaucoup plus entouré de femmes que d'hommes. Tu as beaucoup de sœurs. Ouais. Mais qu'est-ce que les hommes musulmans ils peuvent faire pour aider leurs sœurs victimes, beaucoup plus victimes de microagressions? Bah, j'aime vraiment beaucoup que tu poses cette question parce que j'ai une discussion là-dessus avec une copine qui est pas musulmane, qui écrit elle aussi. Elle disait qu'elle avait envie de parler d'islamophobie dans son roman et elle savait pas si elle voulait faire un personnage homme ou femme, musulman ou musulmane. Et en fait, je lui ai expliqué que ben, du coup, elle n'aurait pas les mêmes choses à dénoncer, sachant qu'il y a plus les femmes qui vivent des microagressions, des agressions, etc. Et je prenais l'exemple de mes frères. Il y en a un qui est blond aux yeux bleus. Vraiment, personne, si les gens savent pas qu'il est musulman, mais il passe crème en fait. Parce que Ouais, c'est un homme, il est blanc, il est beau, il parle bien, il est. Enfin, du coup, il est tout ce que machallah. enfin, la société. Voilà, c'est ça, tout ce que la société met en avant, il l'a. Et le fait qu'il soit musulman, c'est un point contre lui, mais les gens le savent pas. Et du coup, ben, il passe entre les mailles du filet, entre guillemets. Et tant mieux pour lui, hein. Mais du coup, en fait, les hommes de mon entourage, les hommes musulmans, parfois, quand j'ai discuté autrefois avec un de mes beaux-frères, on parlait des microagressions, ce genre de choses. Et lui, il sait ce que c'est d'être victime d'islamophobie et de racisme. Mais en fait, il disait,
ah ouais, à ce point-là. Parce qu'ils ne savaient pas à quel point c'était tout le temps et à quel point c'était des petites choses et à quel point ça pouvait venir de partout. Ça pouvait venir de l'entourage, ça pouvait venir des gens dans la rue, des gens au travail, de la personne qu'on croise au médecin. Enfin, vraiment, ça peut être partout et tout le temps. Et du coup, même lui qui est musulman et qui est sensibilisé à ces questions-là de racisme, etc., il ne savait pas à quel point c'était important. Et du coup, ce que je dirais aux frères musulmans qui aimeraient pouvoir aider, bah, je pense que c'est déjà parler avec les femmes musulmanes, parler avec leurs sœurs, leur dire ben, c'est quoi, je sais pas, une journée pour toi au quotidien, c'est quoi les microagressions que tu subis, qu'est-ce qui est difficile pour toi en tant que femme musulmane. Et juste, en fait, commencer une discussion là-dessus, ça permettrait aux femmes de pouvoir expliquer un peu ce qu'elles vivent et peut-être se décharger de ce fardeau-là, et aux hommes de se mettre un peu mieux à leur place et de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'imagine même pas, quoi. Et du coup, ce serait la première chose, parce qu'ensuite, une fois qu'on est sensibilisé, ben, je pense que le sentiment un peu de révolte et de vouloir défendre ces personnes-là, ben, ça viendra avec la connaissance de ces agressions-là, de ces discriminations. Et ensuite, ben, je sais pas, un homme qui verra, enfin un homme musulman qui verra une femme, je sais pas, dans le métro, où on lui pose des questions, c'est un peu agressif, on l'embête ou quoi, ben, on va peut-être plus facilement réagir que s'il n'était pas au courant que c'était tout le temps comme ça, en fait. Ouais. C'est un peu, là-bas, c'est un peu évident de dire ça, mais je pense que c'est vraiment, on le fait pas assez souvent, je pense, et même moi, dans mon entourage, avec les hommes musulmans qui sont autour de moi, parce que là, je parlais avec mon beau-frère, justement, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu cette discussion plus tôt, finalement, parce que c'est lui, il se rendait pas compte que c'était à ce point-là. Et du coup, c'est Ouais. pour ça que créer des espaces de parole, de discussion, et juste parler de l'islamophobie vraiment comme d'un sujet dont on parle et qu'il faut adresser parce que c'est le cas, ça permettra de guérir beaucoup de choses et de faciliter, fluidifier la parole et du coup les prises de position qui vont avec. Ok. Bah, écoute, c'est retenu. Faudrait que je parle plus avec ma sœur et avec les femmes autour de moi. Ouais, Euh, et on peut apprendre plein de choses, hein. Et même moi, je dis ça, mais moi, quand je parle aussi avec des hommes musulmans, j'apprends plein de choses. Et notamment, j'avais un ami qui me parlait de son parcours dans le monde du travail, mais c'était un délire le truc, hein. Et moi, je pensais pas, enfin, je pensais pas que c'était à ce point-là non plus, parce que c'est pas des choses que je vis. Donc, je pense que dans les deux sens, ça peut être intéressant et aider ouais, sur ces questions-là. Ouais, bien sûr. Euh, Après, j'ai quand même l'impression que parfois, chez certaines personnes, ça devient beaucoup trop présent, en fait. Enfin, ils parlent quasiment que d'islam. J'ai l'impression, hein, après, peut-être que je me trompe, mais que certaines personnes sont focus, en fait, que sur l'islamophobie ambiante. Ça devient presque une excuse de plus rien pouvoir faire dans la vie, ils deviennent paralysés. Ouais, ouais, bah ça, c'est ouais, l'autre Mhm. extrême. Bah, de toute façon, que ce soit une extrême ou une autre, c'est pas bon, je pense. Faut trouver le juste milieu. Mais Tout est de la c'est vrai faute que de la c'est. France, blablabla, tu Ouais. peux plus rien faire. Et ça, ouais, c'est Non, l'autre mais c'est pour extrême, ça comme tu dis. que. Mhm. Ouais, et puis surtout quand on a genre personne, enfin quand on dit la France par exemple, bah, c'est vague et ça veut un peu rien dire. Du coup, moi je vais Exactement. surtout essayer de chercher des personnes, enfin pas des personnes à blâmer, mais des mécanismes en fait ou des institutions. Pourquoi est-ce que telle personne à tel moment elle s'est sentie le droit de me dire, de me faire cette remarque? Bah, c'est peut-être parce que c'est le système qui est comme ça et qu'il y a eu des choses qui sont passées, etc. Essayer de comprendre en fait, je pense, moi ça m'aide aussi moi dans mon vécu pour digérer ces choses-là, c'est de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui et comment on peut faire qu'on parte de cet endroit-là et qu'on aille vers une direction un peu plus apaisée pour nous. Ça aide aussi. Ouais, ouais, c'est d'être constructif, Mm. c'est de changer les choses. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ok, super. Mais écoute, moi, j'admire beaucoup le fait que tu arrives à. Enfin, dans ton parcours, on a bien vu que tu as trouvé en fait où tu étais doué, l'écriture, et tu as compris une cause qui te tenait à cœur et tu as réussi un peu à lier les deux, à avoir une source de revenus aussi grâce à ça. Donc, Mm. moi, je trouve que c'est vraiment Ouais, c'est génial. ça. Bah, c'est exactement comme tu l'as dit, j'aimais bien l'écriture. J'ai trouvé qu'il y avait une cause qui me tenait à cœur parce que je la vivais au quotidien et après, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Et Hmm. je me suis dit, bah, en fait, c'est logique, quoi. Vraiment, je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire d'autre maintenant que j'avais ça en tête. Et surtout, j'avais lu, ou c'était une vidéo, je sais plus, d'un conférencier états-unien, qui expliquait que chaque personne sur Terre a un rôle à jouer, a une mission de vie que Dieu lui a confiée. Et il faut juste qu'on trouve, en fait, pourquoi on est doué et qu'on l'utilise dans le chemin de Dieu pour notre communauté, pour rendre même l'humanité meilleure. Et moi, Hmm. vraiment, j'ai eu un déclic, je me dis, mais c'est ça, c'est l'écriture, c'est j'aime bien, on me dit que ça plaît, les gens, ils achètent mes livres. Bah, en fait, je vais parler de plein de choses importantes. Maintenant que les gens m'écoutent, bah, j'ai plein de choses à dire, en fait. Ouais. Ou à écrire, du coup. Ah, c'est super.
C'est super, bravo. Qu'est-ce que tu penses qui se passerait si tous les musulmans étaient conscients de l'islamophobie, étaient plus sensibilisés à tout ce dont on a parlé, les microagressions, tout ça, qu'il faut réagir, tout ça. Qu'est-ce que ça déclencherait en fait? Un changement radical, il y aurait des conséquences. Un changement radical, je pense que oui, parce que c'est sûr. Enfin, je veux dire, on parle de plusieurs millions de personnes. Millions? Ouais, je crois, Oui, millions de personnes en oui, France. oui. C'est énorme, c'est énorme. Et du coup, enfin, c'est sûr qu'il y aurait un changement. Et ça permettrait, je pense, sur le long terme, de faire qu'il n'y ait plus de discours islamophobes qui soient acceptés, ou quand je vois parfois des sondages dans les journaux, pensez-vous que le port du voile devrait être interdit dans la rue? Mais en fait, pensez rien du tout. C'est la loi, elle est comme ça. Genre, en fait, on fait de l'islamophobie, on en fait une opinion, alors qu'en fait, c'est un délit. Et du coup, c'est ce genre de choses qui seraient plus acceptables parce qu'il y aurait plus d'espace où les gens pourraient dire des choses islamophobes et le dire gratuitement et sans aucune réponse derrière, ou même, comment on dit, infraction, enfin, du coup, que ce soit sanctionné ou quoi. Ça, ce serait plus possible. Ça fait aussi que je pense que nous, en tant que musulmans et musulmanes, on se sentirait plus investis dans ces questions-là. Peut-être qu'on serait plus mis en avant dans la société. On irait plus chercher des postes à responsabilité qui feraient que, je sais pas, on pourrait défendre ces questions-là à une plus grande échelle. Et quand je dis ça, je veux pas dire que c'est notre faute à nous, on en est là aujourd'hui. Parce que quand je vois la difficulté que c'est pour les femmes musulmanes, par exemple, qui portent le foulard, de trouver du travail dans les institutions ou quoi, ben, en fait, déjà, si elles veulent être fonctionnaires, elles doivent le retirer. Donc, à partir de là, c'est compliqué. Il y en a qui Ouais. font le choix de le retirer, d'autres qui font le choix de faire autre chose. On se retrouve à avoir des études, encore une fois, en sociologie, sur l'entrepreneuriat musulman féminin, parce qu'elles n'ont pas le choix que de faire ça, parce que bah, sinon, elles n'ont pas de taf. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que si tout le monde prenait conscience de ça et que c'était un vrai problème qu'on adressait, enfin, du coup, les musulmans et musulmanes, bah, je pense qu'on ferait plus bloc comme une communauté et ça nous permettrait plus de prendre notre place dans la société finalement. Et du coup, ça changerait les discours ambiants, ça changerait les opinions, ça ferait qu'on aurait peut-être moins de gens qui sont mal à l'aise quand on parle de musulmans. Bah, en fait, c'est pas un sujet tabou. Moi, au contraire, je préfère qu'on pose des questions plutôt qu'on croit des choses fausses. Et du coup, ça changerait sur le long terme peut-être je sais pas, une atmosphère plus saine quoi, autour de nous et que ce sera moins un sujet délicat parce qu'il n'y a aucune raison que ce le soit. Ce serait juste un sujet comme un autre. Mais ça, Ok. c'est utopique, je pense. Parce que ça pourrait avoir tous les faits inverses aussi. Il faut être optimiste, hein, de toute façon. Ouais, il faut. Tant qu'on a une bonne intention et qu'on Voilà, c'est ça. demandera Et Allah de tant nous qu'on faciliter, on fait. aura la baraka, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, ouais. Et tant qu'on fait notre part, en fait, moi, c'est ce que je me dis, ça se trouve, je mène un combat qui est ingagnable, peut-être, mais moi, je fais ce que j'ai à faire. Et comme ça, je pourrais pas dire que j'ai pas fait ce que j'avais à faire. On n'a pas de regret. Voilà, c'est ça. Très bien. Bah, écoute, Miana, on a fait le tour des questions que je voulais te poser, les sujets que je voulais discuter. J'ai quelques petites questions du coup pour la fin. J'ai vu sur ton compte, tu me disais aussi que tu avais découvert le podcast en faisant des randonnées. Ouais. Ça tombe bien parce que je voulais parler un peu des routines. Est-ce que tu as des routines, des activités que tu suis qui t'aident à progresser, qui t'aident à garder l'énergie, la pêche, tout ça? Bah ouais, là, bah, tu parles de la randonnée. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup de choses. Déjà, d'un point de vue physique, parce que c'est une activité qui est douce et qui fait pas, qui déglingue pas comme d'autres sports que j'ai pu faire avant et qui m'ont un peu déglingué du coup. Donc là, ça, c'était vraiment appréciable. Il y a aussi le fait d'avoir des beaux paysages, l'effort en fait de se dépasser, de d'arriver en haut de la montagne et se dire bah, je l'ai monté la montagne là, c'est moi qui l'ai fait. Ensuite ça aide en fait dans les petites choses de la vie, dans la motivation, dans le courage, ce genre de choses. Et ça me permet aussi quand je pars en randonnée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, je traverse vraiment sur des centaines de kilomètres, c'est juste, ça me met dans un état d'esprit vraiment incroyable parce que je suis déconnectée des choses qui peuvent me prendre la tête dans la vie. J'ai pas toujours beaucoup de connexion Internet et je me retrouve à être concentrée sur l'essentiel, à ma connexion à Dieu aussi qui est vraiment forte quand je suis au milieu de la nature, que j'ai aucune ressource à part qui me donne en fait. Et ça, je sais que c'est comme ça dans la vie de tous les jours, mais quand on a un toit sur la tête et à manger dans le frigo,
on se rend pas compte, c'est pas la même chose, c'est pas le même sentiment. Alors que quand on est dehors, qu'il pleut, qu'on sait pas si on va trouver un abri ce soir, on sait pas où on va dormir où, est-ce qu'on sera au chaud, est-ce qu'on aura à manger, et que là on croise quelqu'un qui nous donne juste une bouteille d'eau, mais c'est le plus beau miracle en fait, c'est la plus grande miséricorde. Et du coup, ça permet vraiment de me reconcentrer aussi sur ma relation à Dieu. Et ensuite, quand je rentre de rando, bah là je suis grave au taquet pour mener tous ces combats-là. Donc ça, c'est surtout l'été que je randonne pendant longtemps. Ensuite, bah, y a la lecture aussi qui me permet de m'évader, on va dire. Et là, en ce moment, j'ai fait pas mal de découvertes de romans avec des personnages musulmans. Et c'est vraiment mais du beau moqueur ce truc. C'est surtout en anglais pour l'instant, parce qu'en français, il n'y a pas eu beaucoup de livres, bah, du coup, comme le mien. Il n'y en a pas encore eu beaucoup, il y en a quelques-uns. Mais en anglais, ça se fait beaucoup plus aux États-Unis. Et quand je lis ça, mais vraiment, mais c'est les histoires que j'aurais voulu lire quand j'avais 15 ans, quoi, et que j'avais toutes ces problématiques-là et que je trouvais pas de modèles autour de moi. Donc ça fait du bien aussi. Et je pense, parler autour de moi avec mes sœurs musulmanes et mes sœurs dans ma famille aussi. Et ça me fait prendre conscience que en fait, c'est des sujets qui sont importants pour moi, ça c'est sûr, mais qui sont aussi importants pour tout le monde parce que les personnes soient musulmanes ou non, si elles ont envie qu'on vive ensemble dans une société saine, apaisée et où tout le monde a sa place, en fait, je pense que l'islamophobie, c'est un problème qui concerne tout le monde et pas juste les musulmans et les musulmanes. Donc ça, c'est aussi quelque chose Ouais. que je fais avec de plus en plus d'aisance, de parler de ces thématiques-là avec des personnes qui ne sont pas musulmanes, ou là où encore il y a un an, c'était impensable, quoi. Et donc, du coup, ça Hmm. m'aide aussi à me ressourcer et ça fait du bien de se rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas concernées et pourtant qui ont à cœur de faire respecter mes droits et de les voir respecter. Et ça, c'est le pouvoir des alliés, vraiment, il est très, très grand. Donc, ça aide Ouais, à ressourcer, ouais. trop bien. Du coup, en parlant de livres, je vais te demander tes recommandations de livres. Du coup, bah, il y a le tien que je mettrai en description, le dernier, notamment. Et peut-être tu as un site internet où on pourra retrouver peut-être tous tes livres, peut-être, je Ouais, sais pas. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'ai un site Ok. internet, pour envoyer le lien aussi. Ok, bah, je mettrai ça. Et si tu as d'autres recommandations qui t'ont toi marqué ou que tu trouves utiles. Bah, j'ai d'autres recommandations. Du coup, je vais plutôt parler des romans français, enfin francophones, d'autrices francophones. Parce que je disais Ok. qu'il y en a beaucoup qui sont, enfin, de plus en plus, qui sont traduits de l'anglais au français. Mais là, c'est des histoires qui prennent place dans notre contexte français. Un truc tout con, mais par exemple, dans les histoires de lycéennes musulmanes états-uniennes, en fait, au lycée, elles n'ont pas retiré leur foulard. Ce qui fait que c'est carrément une autre dynamique au lycée. Alors qu'en France, bah, faut le retirer. Donc ça, c'est un truc que dans les romans américains, on n'aura jamais. Et du coup, pour Hmm. ça, j'ai un roman qui est pour plutôt jeunesse jusqu'à l'adolescence à peu près, mais moi je l'ai lu là il n'y a pas très longtemps et c'était super chouette. Il s'appelle Pour mes girls de Hayat Haifi. C'est une autrice que j'ai rencontrée sur Instagram d'ailleurs et qui a écrit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nada qui est au lycée. Et en Mhm. fait, c'est pas du tout dans la même dynamique que la mienne de dénoncer plein de choses. Et c'est très bien justement parce il en faut pour tous les goûts. On suit juste son parcours de jeune fille qui déménage, qui change de lycée et qui se retrouve à devoir se faire une nouvelle place avec des nouvelles copines, etc. Et elle est musulmane, elle est racisée et ça met en avant des problématiques autres quoi que ce qu'on peut lire d'habitude. Et c'était vraiment chouette. Je me suis reconnue dans pas mal de situations rigolotes parce que tout est super marrant, en plus super léger. Donc ça, c'était une lecture super chouette. Et un autre roman aussi, toujours, c'est Enquête de paix de Fazia Kali, une autre autrice que j'ai découverte sur Instagram, parce que vraiment, il y a plein d'autrices musulmanes super chouettes sur Insta. Mhm. On suit l'histoire d'une jeune femme encore, Olivia, elle a 16 ans, je crois, qui s'interroge sur les religions et elle va faire des recherches sur les trois grandes religions monothéistes. Et on va suivre son cheminement de conversion à l'islam. Et c'est super pédagogue dans les questions que l'héroïne va poser, qu'on va lui répondre. Elle va rencontrer une communauté musulmane, mais vraiment bienveillante. Et ça mettait du baume au cœur de lire ça, c'était vraiment chouette. Vraiment chouette. Donc, ces deux lectures-là, je les recommande pour tous les âges. Je pense que ça peut plaire à tout le monde et encore plus aux jeunes. Donc, si vous êtes des parents qui cherchez des lectures où vos jeunes enfants peuvent se reconnaître, ben, ces deux-là peuvent vraiment leur plaire. Et après, dans un autre genre, j'ai parlé tout à l'heure de recherche sociologique et d'un bouquin qui s'appelle Genre et islamophobie, discrimination, préjugés et représentation en Europe. C'est tout un groupe de sociologues qui ont adressé plein de questions sur ce dont on a parlé en fait, sur qu'est-ce qu'on subit comme islamophobie quand on est un homme, qu'est-ce qu'on subit quand on est une femme. Quand je parlais du signe de la barbe qui se développe un peu comme étant le signe
de l'islam pour les hommes, ben, c'était dans ce bouquin-là aussi. L'entrepreneuriat féminin musulman, c'était dans ce bouquin-là. Il se lit super bien, c'est pas trop compliqué, même si on n'a pas de notion de sociologie ou quoi, comme c'est mon cas, j'ai pas fait d'études dans ça, et pourtant j'ai bien pu le lire et il est vraiment intéressant. Et c'est le premier ouvrage en fait qui adresse ces questions de genre et d'islamophobie en même temps, et de faire remarquer qu'il y a un lien entre les deux et que c'est pas juste bah, en fait, on est une femme, on subit le sexisme, et en fait, on est musulman, on subit l'islamophobie. Non, parce qu'on peut être une femme, subir le sexisme et l'islamophobie et le racisme, et ça fait plein de choses d'un coup. Et du coup, c'est des réponses à des questions qui sont vraiment intéressantes. Et moi, ça m'a fait du bien de lire ça et de lire avec des termes de sociologie des choses que je vivais et que j'avais pas forcément sur lesquels j'avais pas mis des mots dessus parce que c'était juste des choses de mon quotidien. Et je me dis, mais il y a un concept en sociologie qui existe là-dessus, c'est génial parce que ça veut dire que c'est vrai en fait ce que je vis, c'est pas moi qui invente ou qui délire. Et du coup, ça a été vraiment super cool de lire ça aussi pour me sentir encore plus légitime et me donner peut-être aussi des pistes de réflexion et de réponses aux questions qui peuvent être un peu indiscrètes ou mal posées, quoi. Très bien. Bah, écoute, je mettrai tout en commentaire de toute façon en description de l'épisode, Inch'Allah. Si un auditeur ou une auditrice souhaite te suivre ton travail, te contacter, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Bah, j'ai un site internet, du coup, je suis sur tous les réseaux. Je suis nouvellement sur Twitter. J'ai pas encore trop compris à quoi ça servait à part pour s'insulter, mais je suis quand même sur Twitter. Mais j'insulte personne. Et sinon, je suis surtout présente sur Instagram. Et là, je fais plein de publications. Bah, là, dernièrement, c'était sur les microagressions. Par exemple, j'expliquais des microagressions que je subissais souvent. Et j'expliquais en quoi c'était problématique, ce genre de choses. Je fais tout un travail de pédagogie et de sensibilisation, autant pour les musulmans que pour les non-musulmans. Et j'ai pas mal de gens qui me suivent qui sont pas musulmans, justement. Et pour eux, c'est un peu comme un endroit de référence pour tout ce qui touche aux questions de c'est quoi être une musulmane en France, qu'est-ce que ça peut être comme difficulté, ce genre de choses. Et donc, je suis surtout sur Insta et c'est là que je suis le plus présente, où il y a le plus de contenu. Mais j'essaye petit à petit de mettre tout ça, de prendre et de faire des articles sur mon site parce que j'ai été plusieurs fois censurée par Instagram et Facebook parce que je parle d'islamophobie, justement. Donc, je sais que c'est un peu précaire de dépendre des réseaux sociaux. Donc, voilà, j'essaye de tout faire migrer sur mon site en même temps. En tout cas, je suis joignable sur tous ces réseaux-là et je répondrai avec grand plaisir. Miana, c'était un plaisir de discuter avec toi. On apprendra un Un peu plaisir plus partagé. sur les microagressions que peuvent vivre les femmes notamment et comment réagir. Je pense que c'est assez important. Je pense qu'il faut développer encore plus ces conversations. Comme tu l'as dit plus tôt, Ouais. c'est important d'avoir des lieux, des moments d'échange, de partage, de réflexion pour ne serait-ce que se vider, essayer de comprendre un peu, de voir que donc, on n'est pas seul et d'essayer de trouver des Mm. solutions ensemble, comment réagir, se Ouais. conseiller, etc. Et voilà, je t'encourage vraiment, ce que tu fais, c'est vraiment bien. Bah, je nous le souhaite en tant que communauté et je nous souhaite de nous sentir bien là où on est, bien dans notre peau, dans notre identité française et musulmane et qu'on fasse toutes et tous des belles choses pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Amin. Barakallahu fik, Miana, et à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah, oui. Wa alaykoum salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.